Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbome, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et aussi ceux qui nous suivent sur YouTube à travers le monde. J'ai bien vu ça. On dit bonsoir à tout le monde. D'accord. À tout ce beau monde. Oui. Voilà. J'ai bien envie de savoir à quoi sert ce bâton que vous avez entre les mains tous les mardis. Ça ne sert à rien. C'est peut-être pour la décoration. C'est une baguette. D'accord. Nous vous proposons la première partie de la chronique. L'école peut-elle faciliter l'éveil spirituel ? La réflexion au cours de cette édition est de savoir pourquoi l'homme éprouve les difficultés d'accéder à son élévation spirituelle, malgré ces deux instruments, l'école et la religion. Pourtant au départ, on dirait que c'est ces institutions qui seraient les seules capables de donner une bonne orientation à la masse populaire vis-à-vis de tout ce qui concerne la vie. Tout doit se passer par la formation de la population qui passe par ces institutions, se faisant en deux parties fonder une seule école. Car ici, la formation tant à l'école qu'en milieu religieux, c'est toujours l'école. Celle-ci devait permettre aux apprenants de se rendre compte dès le bas âge de tout ce qui serait positif et négatif dans le cadre de la vie du point de vue physique que métaphysique, de telle manière que les méandres aspects matériels devaient être enseignés à l'école proprement dite, et l'immatériel du côté religieux. Au départ, un tel enseignement allait impacter l'apprenant de son mental, supraconscient, subconscient, etc. Ce ne devait pas être un simple enseignement, mais une formation initiatique, de l'éducation. Celle-ci étant à même d'influencer, de ménager le psychisme de chaque apprenant, au point de le transformer en comprenant, afin de le redimensionner dans sa divinité interne. En bon dosage, ceci devait permettre un alliage vibratoire électromagnétique, facilitant l'acquisition de la maîtrise des lois du Père Céleste et de la Mère, la Terre, tel que cela vous a été expliqué au cours des éditions antérieures. Mais ce qui freine l'évolution spirituelle chez l'homme est bel et bien ces deux institutions. Elles enseignent sans former. Quand bien même on y parle parfois de la formation, en toute symbiose, elles enseignent tout simplement ce qui intéresse le monde visible. Même Dieu rentre dans le cadre du visible, enseigné comme quoi, que nous sommes à sa ressemblance. C'est autant de choses qui confondent ou fait ignorer tout du monde des mystères dans ces différents règnes, minéral, végétal et animal. Finalement, en ce qui concerne la question de savoir si ces institutions peuvent aider un homme qui est en quête de son élévation spirituelle, d'y parvenir, la réponse ne saurait relever du miracle, sinon, nous vous invitons de le faire par vous-même. Ce que nous puissions remarquer est que, l'école dans la vie de l'homme, sous le label de ces institutions, est un instrument d'aliénation. Elle sert à prendre en otage des personnes à scolariser. Tant de points de vue religieux que scolaires proprement dit, elle aide à contrôler leur intelligence. Ici, les apprenants sont orientés à la croyance et non vers la connaissance. Dans le domaine scientifique par exemple, on met de côté la science fondamentale pour s'intéresser au scientisme et en vue de former des scientistes. Et là, la science n'existant pas au départ à chaque fois, mais très souvent dans ce milieu on dit qu'elle évolue. C'est pour cela que dans les hôpitaux, avec une telle science, la quasi-totalité des maladies va demeurer chronique, voire incurable. Du domaine spirituel alors, l'enseignement va aller dans le sens d'un Dieu, quelqu'un qui a les yeux, oreilles, par exemple, et qui écoute nos flatteries à son égard pour avoir pitié de nous, même si nous ne faisons aucun effort de bien nous comporter. L'école est un outil commercial qui vante les mérites d'une hégémonie. Elle gagne plus qu'elle ne donne.
Son système est de faire prospérer l'obscurantisme intellectuel aux apprenants, car dans ce milieu on apprend sans qu'il y ait une nécessité de comprendre. Ceci fait prospérer plus la servitude chez les diplômés. Résultat, en règle générale, l'école dans ces deux dimensions ne s'intéresse pas de l'élévation spirituelle, car elle ne permet pas la pureté d'esprit. Ce qui aurait été souhaitable pour faire la différence entre une personne inculte et quelqu'un attitré d'intellectuel. Mais au contraire, ces institutions scolaires façonnent plutôt chez leurs apprenants l'ego, l'arrogance, la dictature, l'autoritarisme, l'immoralité, la division, la ségrégation, la tuerie ou l'impérialisme, bref, tous les vices inhumains et à tous les niveaux. Elle va se définir en « école favorable pour l'obtention d'un emploi ». Bien évidemment, en notre Afrique plus qu'ailleurs, on y va dans tous les cas pour qu'un jour qu'on puisse trouver grâce à elle, plus ou moins un bon emploi. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeglipot, pourquoi l'homme éprouve des difficultés à accéder à son élévation spirituelle malgré les écoles, les églises? C'est parce qu'il ne sait pas qu'il existe l'élévation spirituelle, d'abord. Comment ça se fait? Ça ne s'enseigne pas. Comment il va imaginer ça? Comment? Même à l'église? On n'enseigne pas à l'église qu'il faut s'élever spirituellement. On enseigne qu'il y a le paradis et l'enfer. Alors, donc, tu dois éviter d'aller en enfer. Et pour aller au paradis, il faut croire. Voilà. Donc, tu dois croire. Tu dois croire à Allah. Tu dois croire à Jésus. Oui. Donc, tu dois croire. Bon, maintenant, croire, ça veut dire quoi? Bon, le fidèle, je ne parie pas qu'il sait. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme ingrédient dans le mot croire. Bon, donc, il faut croire. Mais comment vous savez que dans les églises, on n'enseigne pas la spiritualité? Mais puisque j'ai fait partie, j'ai grandi dans les églises. J'ai été chrétien, protestant, baptisé, catholique également. J'étais témoin de Jéhovah à un moment donné. Oui. Bon, je me suis islamisé, donc j'ai fait quand même un parcours, pas peut-être pour devenir un fervent chrétien, ce que d'aucuns diraient que je n'ai pas été un bon chrétien, c'est pourquoi je suis parti du christianisme. Oui. Bon, peut-être que l'islam, l'arabe me dépassait, m'échappait, donc il fallait que j'apprenne à coraniser le Coran dès le bas âge. Bon, d'accord. Ça, au moins, je ne peux pas dire non. Mais je pense que j'ai quand même trempé mon nez dedans. Parce qu'il y en a qui parlaient de la rose-croix, qui parlaient de la médecine traditionnelle, ils incriminent des choses qui ne comprennent rien de ça, ils ne savent rien de ce qui se passe dedans. Moi, je n'incrimine pas. Je peux tout simplement dire que le constat fait. Alors, il y a de fortes raisons que l'envie de s'élever spirituellement ne peut que passer par soi dans ces milieux, mais pas parce qu'on enseigne ça. Ça, je ne crois pas que j'ai vu ça dedans. Oui. Hein, moi, je n'ai pas vu ça. Bon, d'aucuns voient ça. L'élévation spirituelle, donc le veille spirituel. Ce qu'on peut appeler spirituel peut bien être ce que on peut dire redonner, donner une certaine dimension à son être intérieur. D'accord. Voilà. Oui, mais après, à quoi ça nous sert l'élévation spirituelle, professeur Herman Yeglipot? Bon, alors si on considère la spiritualité comme étant un chemin, oui, qui conduit, bon, d'aucuns à Dieu ou d'aucuns au paradis. Du point de vue métaphysique, la spiritualité, c'est un chemin qui conduit à la divinisation de l'homme. Alors, ici, l'homme, c'est quoi? C'est l'être intérieur. L'homme, c'est quoi? C'est femme et homme, donc homme avec grand H. Oui. Alors, ça rentre dans un cadre sérieux où on ne va pas fonctionner sur un aspect superficiel de croyance, mais plutôt on veut palper
Parce que on ne veut pas croire pour croire, comme s'il y avait question d'espérance, c'est-à-dire qu'on espère. Mais on veut croire comme pour dire qu'il y a question de découvrir ce qu'on croit, ce à quoi on croit, donc, ou celui à qui on croit. On veut le découvrir, on veut le ressentir. Alors là, la croyance prend une autre connotation. Elle n'est donc pas une connotation simpliste, mais une connotation scientifique. C'est-à-dire, ça relève donc de la pure métaphysique, où on va dans le fondement même de la découverte de soi, parce que on ne peut pas aller vers Dieu alors qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui est Dieu. Parce que lorsque on ne sait pas où est-ce qu'il est, qui il est, comment il est, mais on dit qu'on va vers Dieu. Bon, alors lorsque nous disons que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est qu'il existe en nous Dieu. Bon, c'est forcément pas l'image, une certaine image du genre la tête, le nez, les yeux, ou les odeurs, Dieu va les sentir, ou les yeux, il va s'en servir pour regarder et voir les gens, ou les oreilles, il va écouter nos prières et tout. Non. Ce que nous avons à ressentir Dieu en nous, nous devons faire tout pour que ce que ça peut être notre moi intérieur, notre être intérieur, qui sommeille, qui ne fonctionne pas du tout, puisse commencer à fonctionner. Mais comment on peut le faire lorsqu'on ne sait même pas que nous existons en double, en triple, je ne sais pas quoi? Parce que quand on dit le corps physique, le corps, l'âme, l'esprit, ça s'arrête là. Et ça s'arrête là juste pour ceux qui y pensent même. Mais ça ne commence même pas chez les gens qui n'y pensent pas. À la sortie de l'église, ils n'ont même pas de commentaires par rapport à ce qu'ils ont suivi du pasteur, du prêtre. Ils ont plutôt le commentaire de comment ils doivent aller boire les bières et de manger un bout, je ne sais pas de quoi, qui se trouve à tel endroit, c'est-à-dire le commentaire va dans le sens que la dernière fois, on a mangé à tel endroit, on a fait ci, on a fait ça. Donc ce commentaire-là se développe de façon à ce que ça traîne, ça trimballe 2 ou 3 personnes encore, et on se retrouve comme si le dimanche après le culte, il faut une petite récréation avant de rentrer chez soi. Alors donc, l'important n'est pas soi-même. Quand je dis soi, c'est avec un S. C'est-à-dire, on n'a pas le ressentir de ce que on représente du point de vue métaphysique, du point de vue occulte. On est bien habillé, c'est ça le ressentir. On doit plaire au palais, hein, boire, manger et tout. C'est un bon dimanche. Voilà. Pouvez-vous nous parler des méthodes d'enseignement traditionnelles qui ont été utilisées dans les écoles pendant de nombreuses années, professeur Manieli? Alors, les premières méthodes, c'est qu'on faisait comme font les bêtes. C'est-à-dire? L'initiation. Le poussin est initié par la poule. Le coq n'est pas trop concerné par ça. Le coq s'occupe de la poule s'occupe des poussins. C'est comme ça se passe. C'est donc une école. Et cette école-là est valable jusqu'aujourd'hui après l'école classique, c'est-à-dire l'école où il y a la craie, il y a le tableau, je ne sais pas où les feutres, parce que là, à présent, on n'utilise pas trop des craies, on utilise les tableaux. Alors cette école, qui est l'école de la vie, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Mais sauf que lorsqu'on a été formaté, soit à partir du foyer, de ses parents, qui sont tout le temps en train de crier dans les oreilles, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ceci, on ne mange pas comme ça. Bon, alors qu'eux-mêmes n'ont aucune base
dans le sens d'une formation, d'une initiation quelconque. Ils sont partis parce que d'aucuns n'ont pas vu leurs parents. D'autres ont vu leurs parents qui se sous-estimaient. Hein? Et d'aucuns, leurs parents n'étaient pas liés à une certaine tradition. Ils vivaient comme des hybrides malgré que vivant dans un milieu traditionnel. C'est comme des gens distraits. C'est-à-dire, ils sont dans un environnement, mais ils ne voient rien de ce qui se passe dans leur environnement. Alors donc, ça, c'est des gens qui n'ont pas donc, été formés, qui sont formés par l'école classique, l'école de la ville, l'école de la colonisation, l'école de l'esclavage, c'est-à-dire tout ce que l'environnement nouveau, à une certaine époque, les emprunte, les donne, les procure. Et puis, ça fait effet. Hein? Ça fait effet que hier, on n'allait pas à l'église. Aujourd'hui, on va à l'église et on s'approprie de cette église. D'accord. Ça va? Oui. Mais professeur Herman Yaguipote, tout à l'heure, vous avez dit que à une certaine époque, je ne sais pas si c'était la vôtre, on vivait selon la nature, on observait les animaux. La poule élevait ses poussins. Est-ce à dire que... Formait, initiait, éduquait. D'accord. Parce que élever, c'est un mot français. Hein? On élève les enfants. Comment? On doit les initier. Ok, on les initie. Non, mais attends. La poule, oui, mais nous, on ne les initie pas, on élève. Voilà, vas-y. Ok, mais du coup, je voudrais voulais savoir... juste apporter des précisions, quoi. D'accord. Je voudrais donc savoir, chaque parent devrait donc initier ses enfants. Est-ce que le voisin ne peut pas initier l'enfant de l'autre? Parce que je me disais que on est en Afrique, l'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant du géniteur, c'est l'enfant de la communauté. En fait, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Oui, bon, mais là, si la question est posée comme vous avez telle... fait allusion à la poule qui doit initier ses poussins. J'aimerais juste savoir s'il faut regarder comment vivent les animaux. Oui, de toute façon, on peut dire que nous ne sommes pas les animaux, même si nous sommes du règne animal. Alors, on ne va pas nous tolérer lorsque nous nous comparons aux animaux. Bon, mais malheureusement, nous sommes du monde animal. Hein, et il s'avère même que nous ne sommes pas autant évolués que certaines bêtes. Bon, mais les bêtes sont les bêtes, nous, on est nous. De ce point de vue, d'ailleurs, entre nous, on pense que telle tribu, telle race et tout, du moins telle couleur de la peau et tout, est supérieure, ainsi de suite. Vous comprenez ces choses-là? Oui. C'est un problème d'ego. D'accord. Alors, avant, on n'éduquait pas les gens comme aujourd'hui. On n'avait pas besoin d'écrit. On n'a pas besoin de former les gens pour aller trouver l'emploi quelque part. Hein? On formait les gens pour s'assumer, pour être eux-mêmes, pas pour être les esclaves de quelqu'un quelque part ou d'un système. Parce que la formation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la formation, c'est un enseignement vide de sens. Bon, mais ça a un sens. Ça a un sens pourquoi? Parce que prends le colonisé africain que nous sommes. Avant, quand tu avais le CEPE, tu avais l'emploi. Parce que tu savais dire la sardine, le pain, hein, le chocolat et tout. Le commerce des colons n'est pas entré en pompe, c'est entré en petit à petit. Oui. Donc ceux qui savaient parler la langue de blanc, d'ailleurs même le fait d'interpréter, comme on a là actuellement des interprètes chinois, hein, ils peuvent raconter n'importe quoi si vous êtes dans un environnement où votre patron est chinois. L'interprète a plus de sens aux yeux, aux oreilles du chinois, hein, qui est votre patron. Ce qu'il dit de vous, c'est ce que le chinois patron reconnaît. Donc c'est un système qui va perdurer à partir du moment où on va continuer dans un système scolaire qui dépend de comment faire pour trouver l'emploi. Alors que l'école, l'éducation, l'initiation n'est pas une certaine forme d'assujettissement. C'est-à-dire que tu es à l'école, tu finis avec l'école, tu deviens un monsieur béni parce que tu veux des grades. Non. Mais professeur Herman Yaguipote, avant l'arrivée de l'école,
de la religion. Comment ça se passait? Ça se passait que ceux qui voulaient être esclaves étaient des esclaves, les Chinda et tout ça. Ils étaient des esclaves. Mais il y avait certaines régions où on disait, il y avait des maximes que la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Chez les Bassards, par exemple, on le dit, que le atabe ni minjok. Donc l'éléphant a beau être énorme à côté de la souris, comment? La souris ne saura jamais être son esclave. Ça veut dire donc que les souris avaient leur manière d'éduquer, leur système, leur formation, hein, leur initiation, hein, qui faisait des êtres très valables à côté de l'éléphant. L'éléphant aussi ayant sa méthode et sa manière avec sa progéniture, si on peut bien dire la chose. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces registres. C'est-à-dire, c'est comme si le monde entier, tout le monde entier est esclavagisé par un système qu'on a collé le mot école sur ça. D'où l'école peut-elle faciliter l'élévation spirituelle? Parce que là, c'est la question qu'on doit expliquer. En fait, on vit pourquoi? Pour s'élever spirituellement. On vit pour, c'est-à-dire, on vit pour atteindre un niveau où c'est l'essence de la vie qui doit nous accompagner. Parce que tout ce qu'on a sur Terre, on le sait. Mais professeur, après on va peut-être dire que le monde change. Et Dieu aussi. La technologie change. Dieu ne change pas. Le monde change, Dieu ne change. Vous pensez qu'on peut vivre dans ce monde sans aller à l'école? Comment on va faire pour avoir un emploi? Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école de l'emploi. On a besoin d'aller à l'école initiatique, qui te donne la possibilité d'employer les gens qui étaient à l'école. De quelle manière? D'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est quoi? C'est que si nous regardons bien la société, c'est pas ce qu'ont bien fait l'école. Parce que le fait de parler de l'école, ce n'est pas lire, écrire, compter, parler. Hein? Oui. L'école sert à quelque chose. Hein? Mais ça sert plus à ceux qui savent pourquoi ils vont à l'école. Et ceux-là vont à l'école pour finir tous les diplômes. Il y a des gens, il a toute une valise de papier, il n'a pas de travail. Hein? Il a tous les diplômes du monde. Sa valise, avec, ça dit, s'il fait un CV, c'est dans les 400 pages. Bon, il y a un des politiciens, et paix à son âme, n'existe plus. Il avait fait un CV 400 pages. Bon, alors, les 400 pages, il y avait tout dedans. Les séminaires, hein, les titres reçus dans les conférences, et pas quoi, et tout ça. Mais après, il cherchait le poste de ministre. donc ça fait rire. Alors que des gens qui n'étaient pas à l'école du genre, qui parlent français couramment, ils parlent même anglais, parce qu'en fait, le vrai bluff de l'école, surtout chez l'Africain, c'est bien parler la langue d'emprunt. Si tu parlais bien français, correctement bien français, déclare que tu as tous les doctorats, on t'écoute. Mais si tu parlais mal la langue française ou anglaise, et même les doctorats, mais les gens vont vouloir voir ça pour accepter que tu étais à l'école. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que l'école, c'est une foutaise. Si c'est à ce point de vue-là qu'on peut valoriser l'école, c'est-à-dire dépendre de la culture des autres, parce que la langue véhicule la culture. Oui. La langue rend quelqu'un hybride par rapport à sa tradition, parce qu'il fait prévaloir la langue de quelqu'un d'autre par rapport à lui. Bon, donc, tu vas donc trouver des gens qui n'étaient pas à l'école. Il emploie les gens qui ont tous les diplômes du monde, mais qui n'arrivent pas à s'auto-employer. Donc moi je dis, du point de vue matériel même, l'école a un hic. Il y a un hic pour l'école. Du point de vue spirituel, c'est pire encore. Alors, l'école, que ce soit l'école de la théologie, ça ne change rien sur la dépendance du prêtre ou du pasteur, hein, Oui. par rapport au système. Que ce soit l'école classique, parce que l'école de la théologie devrait donner
une connotation spirituelle à l'être et redimensionner sa vie pour qu'il comprenne que l'être intérieur qui somnole au-dedans de lui a besoin d'être pris en compte ou d'être pris au sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde privilégie le côté matériel de la vie. Donc, ni la religion, ni l'école classique, rien ne permet à l'homme de s'en sortir spirituellement. Et quand on ne s'en sort pas spirituellement, on est accablé par la misère. Parce que la misère prend toutes les formes. Elle peut être le manque d'argent, elle peut être le manque d'emploi, elle peut être le manque de foyer, elle peut être le manque de quelque chose qui te tarote l'esprit et qui t'embête. C'est ça. Oui. Voilà. D'accord. On va prendre la deuxième partie de la chronique qui va nous parler de l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. De l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. Qui dit éducation dit initiation. Et l'enseignement, c'est quoi donc? L'enseignement est défini comme étant la transmission de la connaissance par l'aide à la compréhension et l'assimilation. Cela induit un fait, l'intuition. Et l'intuition devrait provoquer un fait initiatique. Probablement, l'enseignement est un ensemble d'activités d'un mouvement scolaire sous forme de leçons tirées d'une quelconque expérience, même si celle-ci ne donne pas satisfaction en termes de résultats sérieux. Malheureusement, éduquer ou enseigner, tel que vous en êtes héritier, cela n'est qu'un long processus résultant des concepts et imaginations qui partent de l'époque médiévale avec pour instituteurs principaux les parents. Ils n'enseignent justement que leur propre façon de voir les choses. Et l'école classique d'aujourd'hui en a été l'héritage dont les origines trouvent ses bases sur le fait de lire et écrire. On a affaire à l'école française ou l'école romaine. Contraire de ce qui est de l'école de mystère datant depuis l'arrière-antiquité, en principe celle de l'Égypte. Une école où l'éducation initiatique sert de base pour toute formation. Parce que la base de l'école classique a été tronquée, qu'elle ne prend pas sa source sur le caractère primordial de toute science liée à la spiritualité, voire celle qui s'intéresse à l'observation, l'expérimentation ou le résultat, que tout est tombé en dérision. Car l'école classique est bel et bien celle qui produit des résultats d'un feu de paille jamais concret. Cela est dû à une influence matérialiste dont la malice, venant de l'avidité des malins, prend le dessus. Résultat, le côté initiatique au mystère n'a donc pas pu intégrer cette forme d'enseignement, s'attaquant plutôt au cerveau qui formate et fait de tous des simples apprenants et non de comprenants. On y obtient des diplômes sans savoir comment respirer, comment manger, ou encore à quoi sert véritablement le fait de consommer l'eau. C'est en fait une école où le mensonge, le mercantilisme, le propagandisme et autres formes de corruption mentale font l'apanage d'une communication qui fait ombrage à la vraie formation sciatique, profitant aux étudiants de la vraie école. Véritablement de prendre de l'eau. Bon, prendre de l'eau, on a toujours parlé de certains aliments. On a parlé de 3 types d'aliments, l'aliment positif, l'aliment négatif et neutre, et l'aliment négatif. Donc l'air c'est l'aliment positif, l'eau l'aliment neutre. Et puis les nutriments, les aliments négatifs. Bon, donc l'eau a son rôle à jouer du fait que l'eau renforce la position des substances qui sont de l'oxygène dans le corps et en même temps elle facilite la digestion, permet à ce que les aliments négatifs, si ça a été fait d'un bon choix, n'apportent pas trop de difficultés
à l'organisme, donc à la digestion. Mais là, ça, c'est ce qu'on enseigne à l'école classique. Non, non, ça c'est métaphysique. Ah bon? Non. L'école classique se fout de l'eau. Les médecins ne parlent pas de l'eau comme quelque chose qui peut remplacer les médicaments. Ah non. Le véritable problème, c'est que l'apprenant dans le milieu scolaire est limité sur le but à atteindre. C'est qu'il soit dépendant du système. C'est pourquoi dans la chronique, la première partie de la chronique, nous avons parlé des scientismes et des scientistes. Bon, le scientiste, c'est celui qui fait la science qui évolue, qui ne fait pas la science. C'est pourquoi dans ces milieux, quand on disait au deuxième siècle de notre ère, on disait que le sang ne circulait pas avec Galien, Oui. ça n'embêtait personne. On a tué des gens jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle, on a constaté que le sang circulait, malgré que quand on se coupait le doigt, on se blessait, le sang coulait, mais on disait que ça ne circulait pas. Parce que c'est le scientifique, Galien, qui était le maître à donner la leçon de la science à l'époque. Donc c'est des scientistes, ce n'est pas des scientifiques. Donc dans ces milieux, tu as la maladie, hein, ça te regarde. On ne s'occupe pas de tes maladies. Hein, parce que la science n'a pas encore trouvé la molécule qu'il faut. Et chaque jour, on nous raconte des histoires, comment ça a évolué, on a trouvé ceci pour le cancer, il y a tout le cancer. Bon, là maintenant, c'est les machines qui vont travailler sur le cancer. Comme si le corps humain, c'est un appareil ou quelque chose d'artificiel. Bon, le comportement, nous sommes dans une émission éthique, une émission métaphysique. Le comportement spirituel, le comportement, la prise de conscience du fait que nous sommes d'une autre dimension et que les appareils sont de la dimension morte. Hein? Tout comme on nous fait boire les produits pétrochimiques dans le colorant qui servent de ce qu'on appelle les jus, tout comme on nous fait boire des produits venant de l'hydrocarbure sous forme de l'huile raffinée. Hein? Alors tout cela, ça enfreint, c'est-à-dire ça met un frein pour l'évolution spirituelle. D'accord. Voilà. Oui? Oui, allez-y. Bon, alors donc, comme ça met un frein pour cette évolution, ce n'est pas l'école qui va venir enseigner, le contraire. Et ce que je dis, je n'invente rien, c'est connu pour les gens qui font des recherches, que l'huile raffinée vient des huiles moteurs. Hein? Que le colorant dont nous buvons, que nous appelons les sucreries, viennent des produits pétrochimiques, halal. Donc, l'école ne nous enseigne pas. Il y a beaucoup de choses que nous enseigne pas à l'école, professeur Manek. L'école ne nous enseigne pas la dangerosité de ces produits, au contraire. Et les médecins, et les nutritionnistes et tout, boivent ces choses-là. Alors, du point de vue métaphysique, est-ce que le sachant que c'est comme ça, tu dois croiser les bras, tu t'étais? Ou bien tu dis, bon, on peut faire dans la collaboration multisectorielle, oui. Donc tu mélanges de l'eau avec de l'huile pour obtenir quoi? Mais professeur, j'aimerais revenir encore sur l'eau. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut soigner uniquement avec de l'eau. Maintenant, de quelle manière? Il y a l'hydrothérapie. Et quelle maladie? Non, il y a l'hydrothérapie. C'est des cours. Hein? Ça entre d'abord dans le classique. Oui. Il y a la thalassothérapie, dont les bains de mer, d'eau salée, l'eau de mer. Donc, il y a plein de méthodes qu'en n'utilisant que de l'eau, hein, on peut sortir d'une situation. Vous pouvez tremper les pieds lorsque vous avez des problèmes de douleur, de rhumatisme, chaque fois dans l'eau chaude, pendant un bon bout de temps. Pas l'eau chaude à brûler la peau, mais à maintenir la température jusqu'à faire transpirer les jambes jusqu'aux cuisses, oui. Et puis les plonger directement dans l'eau fraîche, hein, pas forcément glacée. Hein, comme ça tout le temps. En supportant de ne plus prendre les anti-inflammatoires, on peut, je dis bien, ça, parce que ça dépend à quel stade se trouve le malade. Hein, on peut s'en sortir. Alors qu'en prenant les anti-inflammatoires, on ne s'en sortira jamais.
Puisque même le médecin va te dire, n'arrête jamais ça. Et les effets indésirables, tu en fais quoi avec? Qui peuvent déboucher à d'autres pathologies. Hein? Pendant ce temps, la notice dit que ces effets sont irréversibles. C'est-à-dire, dès qu'on arrête de prendre le traitement, les effets partent. Et ce qui n'est pas prouvé, parce que par exemple, quelqu'un qui a de l'hypertension, qui prend les produits de l'hypertension en règle générale, si c'est un homme, il perd sa puissance, c'est-à-dire son érection. Hein? Bon, et ça entre dans le cadre de la liste des effets indésirables qui peuvent à un moment donné devenir pathologiques. Hein, dans son cas, il commence à chercher les Viagra. Bon, donc, il y a des choses que, là, je parlais, parce que la métaphysique, c'est la mère des sciences. Je ne parle pas de la science scolaire, je parle de la science tout court, parce que la science scolaire, c'est-à-dire, c'est l'université, c'est l'émiettement de la science. La science juridique, économique, médicale, c'est l'émiettement de la science. Mais la métaphysique, c'est la mère de la science. C'est la science globale, c'est la science fondamentale. Donc on voit les choses jusqu'où ça peut aller. D'accord. Voilà. Où peut-on trouver une école d'initiation spirituelle africaine, professeur Hermaniek Lipot? Alors là, ce n'est pas des questions qu'on répond à la télé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si quelqu'un cherche cette école, il trouvera ça. C'est pourquoi on dit quand le disciple est prêt, le maître s'y présente. Bon, ceux qui nous écoutent ce soir, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on vient ici pour faire prospérer quelque chose comme si on a besoin de créer une église. Non. On n'est pas en train de convertir les gens. Parce que nous n'avons pas d'église, on ne pourra jamais faire concurrence à ce qui est déjà établi et qui est déjà là. Parce que il faut se rendre compte, quelqu'un entre dans ton cabinet, tu lui montres les différents éléments que les différents colorants qu'il boit souvent, sous forme de jus. Demain, tu lui trouves en train de boire ça. Alors qu'il a bien vu ce qui est cancérogène dedans, mutagène, génotoxique et tout, il a bien vu. Demain, il boit ça. Hein? Donc, il n'est pas prêt. Okay. Bon. Je voudrais aussi savoir la différence qu'il y a entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne, professeur Hermaniek Lipot. Alors, l'éducation traditionnelle, c'est une éducation spirituelle. C'est une éducation qui donne la possibilité à l'homme de retrouver sa dimension, d'abord d'un être humain, et toute la personnalité que l'être humain peut avoir. Ça, c'est l'éducation traditionnelle. Alors que l'éducation scolaire donne, moderne, si on peut bien le dire, débouche à l'arrogance. C'est-à-dire que tu commences, tu t'arbores un vêtement, un état d'esprit, un ego, qui s'affiche comme un problème de complexe de supériorité. Du moment où tu as le diplôme, ton voisin, ton frère, ou dans certaines familles, tu es le seul qui ait fait l'université, même sans licence. Tu n'as eu aucun diplôme universitaire, mais on t'a vu aller là-bas. Bon, moi je connais un cousin, il a fait un trimestre ou 2 trimestres à l'université. Comme du ventre de sa mère, personne n'a fait le secondaire jusqu'à avoir le bac. Personne ne parlait dans cette famille. Bon, c'est ça l'école moderne. Il est tellement idiot que l'idiotie s'est ajoutée à la bêtise du fait qu'il ait été à l'école. Alors donc, il y a un problème, puisque je ne l'ai pas cité, donc on ne sait pas de qui c'est, je crois que je ne l'ai pas insulté non plus. Bon, mais le véritable problème de l'école aujourd'hui, c'est que ça nous apprend à tricher. Ça nous apprend à compétir. Pourquoi nous regardez que le mauvais côté de l'école moderne? Je parlais métaphysique. D'accord. Je ne parlais pas les intérêts
de monde moderne. La veste, Par exemple, la veste que vous portez, par exemple, les lunettes, je crois que c'est... Prenons par exemple les gens qui sont les Américains. Oui. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas le bien-être. Sauf ceux qui ne le savent pas. Ils ont tout ce qu'il faut pour bombarder le monde entier. Ça c'est l'école. Mais ils n'ont pas le bien-être. Pourquoi? Parce que tous les pays qui veulent s'industrialiser à fond perdent le bien-être. Hein? Parce que le bien-être concourt à un certain état d'esprit, à une certaine morale, Ouais. à une certaine pureté qui amène à ce qu'on protège plutôt les humains que de les détruire pour atteindre certaines fins mercantiles. Bon, alors, si le col c'est juste l'habit qu'on porte, si le col c'est juste la voiture, hein, si le col, ça c'est des choses, téléphone, c'est le téléphone et tout, c'est l'avion. des choses qu'on laisse, qu'on meurt, je vais laisser mes lunettes si je mourrais aujourd'hui, si en rentrant là tout à l'heure je ne vais pas mourir. Les lunettes que je porte n'auront plus de sens. Ça fait partie de ce qui me plaît à utiliser, pourvu que ça n'enfreint pas mon évolution spirituelle, pourvu que ça ne me rende pas arrogant. On ne peut pas refuser que quelqu'un ait une jolie maison. On ne peut pas refuser que on ait une éclosion matérielle nécessaire pour son épanouissement, même spirituel. Parce qu'on peut utiliser l'éclosion matérielle pour l'épanouissement spirituel, parce qu'avec ça, tu apportes de l'aide à l'être humain, dont tu fais œuvre de Dieu, si on peut le dire. Parce que Dieu ne va pas donner le biberon à un bébé. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui donne le biberon à un bébé. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de la femme, hein, paresseuse, ou de la femme qui travaille, mais qui son argent c'est pour elle et jamais pour d'autres gens. Il y a dans la société des gens qui sont dépendants des autres, même quand le fait d'être dépendant des autres est insignifiant, parce qu'ils ont les moyens de s'assumer. Mais il y a d'aucuns qui, parmi tous ces beaux mondes-là, s'occupent des gens sans tenir compte que tu peux t'assumer ou pas. Bon, donc, c'est des gens qui vivent sans aucune arrogance, sans aucun orgueil, et qui doivent mettre aussi la veste, comme j'en ai mis là, hein, et qui doivent avoir les lunettes, comme tu n'es pas content que j'ai mes lunettes. Comme vous voici jamais. D'accord. Je m'en réjouis que j'ai mis mes lunettes. D'accord. Voilà. Comment faire pour avoir un système éducatif efficace? Alors, si on peut aujourd'hui avoir un système éducatif efficace, on va essayer de copier un peu le modèle de l'Asie. C'est un système éducatif qui ne doit pas être basé sur la concurrence, la compétition. Voilà, dans un premier temps, parce qu'on ne peut plus. Par exemple, en France, il y a des gens qui n'envoient pas les enfants à l'école. Mais tout ce que l'État essaie de faire, c'est de les amener à éduquer les enfants, même à domicile, donc prouver que, voilà. Alors, donc, le système éducatif efficace serait celui qui amène à ce que l'enfant soit non seulement du point de vue livresque, en train d'étudier, apprendre des choses, mais que du point de vue moral, puisse aller dans comment acquérir le bien-être. Parce que le bien-être est mental. Le bien-être est l'équilibre en matière de santé. Le bien-être, c'est aussi le souci qu'on a vis-à-vis des autres. Par exemple, si tu as une femme malade ou un mari malade, oui, tu n'es pas en situation de bien-être. Pourtant, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Bon, donc, le bien-être, c'est ça la société, c'est ça qu'on devrait adopter dans l'enseignement, hein, scolaire. Le nouveau système scolaire serait basé sur comment acquérir le bien-être. Parce que si tu balaies ta cour, le voisin balaie sa cour, l'autre, tout le village est propre. Si on donne un enseignement dès le bas âge,
à l'enfant sur des choses qui ne sont pas utiles, à la vie, il ne fera jamais ces choses-là. Mais si on néglige, par exemple, bon, vous mangez n'importe quoi chez vous, les enfants vont manger n'importe quoi. Mais si vous êtes sélectif, c'est vrai, le tempérament d'un des enfants peut amener à ce qu'il refuse votre façon de voir les choses dès le bas âge. Mais souvent, ça arrive aussi par la manière dont on a conçu le bébé là. C'est-à-dire la maman, le père, comment avant la grossesse se comportait. Hein, dont le bébé a pris le génome, hein, le côté génétique qui s'est implémenté sur l'enfant et ça fait de lui quelqu'un qui a un tempérament qui rejette tout. Hein. Voilà, parce que ce n'est pas pareil comme avec les autres bébés. La grossesse de celui-là a été un peu assez différente. Voilà. Ok, à présent, nous allons prendre la réflexion et l'évocation. Et restons aux États-Unis, à New York. Nous avons choisi de partager le quotidien de jeunes élèves d'une école dite afro-centrée. Ces écoles se multiplient, l'enseignement est ciblé sur la dignité et sur l'histoire de la personne noire dans un pays où la discrimination et le racisme restent d'actualité. À Brooklyn, reportage de Geoffrey Michaud et de Caroline Hick. C'est devenu un rituel à l'école Ember de Brooklyn. Le vendredi matin, c'est le moment de la réunion de famille et elle débute en musique. Qui est cet artiste? Sister Sledge. Et comment s'appelle la chanson? We Are Family. Oui, c'est ça. Et on écoute cette chanson parce que nous sommes une famille, on est tous frères et sœurs. Pendant une demi-heure, les enfants vont être mis en valeur. Tameka, l'animatrice, leur apprend à avoir confiance en eux et à s'aimer. I love myself. I love myself. I love my hair. I love my skin. Dans cette école, les enfants sont noirs ou métis. Et aujourd'hui encore, en 2019, on ne leur renvoie pas toujours une image très positive de leur communauté. Cet exercice, il est essentiel, surtout pour notre population. Leur point commun à tous, quelle que soit leur origine, c'est qu'ils ont malheureusement une histoire liée à l'oppression et à l'idée selon laquelle ils sont inférieurs. Et tout cela est souvent associé à leur apparence physique. Alors ici, tout l'enseignement a été repensé par cet homme, Rafik Kalam, le directeur. Son école, il l'a voulu afrocentrée. Cela veut dire qu'ici on se concentre sur les besoins et les particularités de la communauté noire. Ça, c'est George Washington Carver, un scientifique extraordinaire. Il a sauvé l'économie du sud des États-Unis à lui tout seul. Pour lui, dans les écoles traditionnelles américaines, l'enseignement est totalement biaisé, le cours d'histoire en particulier. Notre objectif à nous, c'est de dire la vérité. Ça fait des années qu'on dit aux élèves américains que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Or, avant 1492, il y a eu des gens de couleur au pouvoir. En Europe aussi. Mais ça, on n'en parle même pas. Comme beaucoup d'autres parents de Brooklyn, Janae a été séduite par cette approche. Ces 4 dernières années, les inscriptions ont grimpé ici de 45%. J'ai l'impression que toute notre vie, on nous a raconté l'histoire d'autres personnes. Pour moi, c'est important qu'on lui enseigne son histoire, sa culture, et qu'elle comprenne qu'elle est capable de devenir ce qu'elle veut, qu'elle peut atteindre des sommets si elle le veut, et que tout le monde va la soutenir. Et dans cette classe, les élèves sont unanimes. L'école atteint ses objectifs. Avoir des profs qui vous disent que vous devez vous aimer, c'est un privilège, parce que dans le monde réel, on ne vous dit pas de vous aimer. Il y a toujours quelqu'un qui veut que vous tombiez, que vous trébuchiez.
Il n'y a pas qu'ici à Brooklyn que l'on peut inscrire son enfant dans une école afrocentrée. Plusieurs d'entre elles ont ouvert leurs portes en Californie, à Washington ou encore dans l'Ohio. Des écoles qui connaissent un succès grandissant auprès de parents convaincus qu'elles seront plus bénéfiques pour leurs enfants que celles du système scolaire traditionnel. De retour sur ce plateau, professeur Herman Negli, portez un commentaire par rapport à cet élément? Bon, alors, je crois que le système scolaire va changer, pour ne pas dire va se moderniser. Parce qu'on a un système scolaire qui est né de l'esclavage en passant par la colonisation pour implémenter une hégémonie. Où on enseignait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comme si l'Amérique n'était pas habitée, comme si c'était quelque chose comme une brousse, que cette brousse-là était inconnue, alors qu'avant Christophe Colomb, les gens y allaient. Les gens y allaient. Bon, malheureusement, il faut que quelque chose soit vu du blanc pour que cette chose-là puisse exister. Donc, ça, c'est un problème d'hégémonie. Alors, cette hégémonie-là est en train de s'étasser petit à petit, parce que la prise de conscience commence à venir. Les émissions comme la nôtre peuvent aussi aider. C'est pour cette raison que nous mettons des éléments qui apportent un peu, du moins, devant contribuer à ce qu'on puisse réfléchir un peu sur la marche du monde. C'est pour cela que cet élément nous informe que le système scolaire américain est en train de prendre une autre orientation. Les gens qui sont marginalisés, puisque le racisme continue là-bas, essaient de s'organiser, non seulement pour enseigner les enfants, mais les permettre à se redimensionner comme quoi ils sont des êtres humains. Ils doivent aimer eux-mêmes. Parce que quand on vous dénigre tout le temps, comme l'Africain, tout est bien lorsque ça vient d'ailleurs. Ça, c'est l'Africain, ça. Il faut que les enfants soient expatriés, que toute ta famille parte en France partout, pour que tu prouves ta grandeur en Afrique, ou particulièrement au Cameroun. Bon, si tu es là, tu tournes là avec tes enfants, ça veut dire que toi, tu n'as pas atteint le niveau des autres. Bon, pourquoi? Parce qu'on n'aime pas soi-même. Et le cas du Cameroun est patent. La diaspora déteste le Cameroun au point où ça ne se comprend pas. Bon, alors finalement, nous sommes en train de fabriquer une société hybride pendant que les uns avancent, pendant que les autres pensent que consommer des produits alimentaires industriels, c'est pas bien, il faut consommer bio. Nous, on est en train de chercher à manger les shawarma. D'accord. C'est impensable. Hein? On est en train de boire les colorants pendant que les autres parlent de jus naturel. Donc il y a un problème en Afrique. Il faut donc donner la possibilité, avec l'élément qu'on vient de voir, que les Africains essayent de réfléchir. Okay. Parce que l'Amérique, c'est quand même une société où on pense que la modernité a atteint un niveau où les gens devraient plus se préoccuper des problèmes qu'on les dénigre, qu'on les dépersonnalise ou quoi. Bon. Pourtant, nous, on nous dépersonnalise et ça ne nous dit rien. On nous dénigre, nous sommes même contents avec. Voilà, on a vu des ministres ici saluer un ministre en s'agenouillant. Voilà. Okay. On va prendre la page pratique. Shalom. Sentence à mort, un fonctionnaire du nom de Tom Smith a jugé bon d'appeler ses enfants et après avoir prié pour eux, leur a conseillé de suivre ses traces afin qu'ils vivent heureux et en paix. L'aîné des enfants, Elisabeth, qui était diplômée, a regardé ses frères et ses sœurs et s'est écrié « Papa, c'est dommage que tu meurs sans un sou sur ton compte bancaire. C'est dommage que tu nous laisses la même misérable vie que tu as menée.
personnellement, je ne peux pas t'imiter. D'autres pères que vous considérez comme corrompus, détourneurs des fonds publics, ont laissé des maisons, des propriétés à leurs enfants. Vois le genre de vie confortable qu'ils vivent et les écoles qu'ils fréquentent. Toi, tu meurs après 35 ans de service public avec une seule carcasse de voiture. Le seul honneur que tu as eu, c'est ce prix de meilleur comptable de la fonction publique, avant même notre naissance. Même cette maison dans laquelle nous vivons est un appartement loué. Désolé, je ne peux pas suivre ton exemple. Tu veux mourir d'une maladie banale sans possibilité d'évacuation à un hôpital de référence. Comment allons-nous prendre soin de notre mère et de nos cadets? Est-ce en vivant comme tu faisais? Comment? Papa, s'il te plaît, laisse-nous mener notre vie comme nous pouvons. Le père n'avait pas un seul mot à redire. On lisait la peine sur son visage. Quelques jours plus tard, M. Tom Smith décède. Et 3 années après, Elisabeth a terminé avec sa maîtrise. Elle postule pour un emploi et doit passer un entretien dans une multinationale. Le comité avait déjà sélectionné un candidat pour le poste très convoité, mais il voulait toutefois terminer l'interview de tous les autres candidats sur la liste, juste pour la forme. Elisabeth était donc en face des membres du comité de recrutement. Le président du comité a parcouru son CV, a hoché la tête et lui a dit « Salut mademoiselle Smith, parlez-nous un peu de vous » et Elisabeth répond « Je suis Elisabeth Smith. Mon feu père, Tom Smith, était le chef comptable régional de la National Insurance. Il a servi comme administrateur de la santé publique pendant de nombreuses années. » Mais le président l'interrompt. « Oh mon Dieu, vous êtes la fille de M. Tom Smith. Incroyable !» Il s'est tourné vers les autres membres et leur a dit « C'est Tom Smith est celui qui a signé mon formulaire d'admission à l'Institut des administrateurs agréés alors qu'il servait dans notre district. Et sa recommandation m'a placé là où je suis aujourd'hui. » C'était vraiment difficile de trouver à l'époque la signature d'un homme de son rang. Il fallait être riche pour faire signer le formulaire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait tout cela gratuitement. On ne se connaissait pas. Il l'a fait pour moi. Et un an après, je l'ai cherché à son bureau, mais il n'y était plus. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Se tournant vers Elisabeth, il lui dit « Il n'y a plus de questions pour vous. Vous avez décroché ce poste. J'espère que vous imiterez votre père dans son honnêteté, sa serviabilité et sa diligence. » Elisabeth Smith est devenue la directrice des affaires générales de la société avec 2 voitures, une belle maison, un salaire très confortable. Et après 2 années de travail dans l'entreprise, le directeur général du groupe qui devait partir avait besoin d'un remplaçant. Une personne intègre était recherchée et c'était Elisabeth Smith qui avait été nommée. Dans une interview, on lui a demandé le secret de son succès. Et les yeux en larmes, elle répondit « C'était mon père qui m'avait ouvert ses voies. C'est après sa mort que j'ai su qu'il était financièrement pauvre, mais fabuleusement riche en intégrité, en discipline et en honnêteté. À quelques jours de sa mort, je l'avais insulté pour son style de vie désintéressé. » Comme Tom Smith, il faut apprendre à se construire un nom. La récompense peut ne pas suivre rapidement, mais elle viendra. L'intégrité, la discipline, le service et la crainte de Dieu rendent riches. Et cette richesse nous laisse dormir en paix. Nous devons laisser un bon héritage à nos enfants, à la prochaine génération. Construisez-vous un bon nom pour vos enfants. De retour sur ce plateau, professeur Emmanuel Duporte, vous avez un mot par rapport à cet élément? Bon, peut-être j'aurais même plusieurs mots. Bon, pas le mot M-A-U-X, mais tout un discours derrière ce qu'il vient d'expliquer. Vous allez beau détourner le fonds, ça ne va pas profiter ni à vous ni à vos enfants. Vous allez beau avoir une sale réputation, mais dont vous vous foutez de ça, pourvu que vous viviez matériellement bien. Cela retournera contre vos enfants.
Mais vous serez la ruée des gens au quartier parce que vous portez un nom, hein, mais que ce nom-là, le matériel ne suit pas. Peut-être tu roules dans une vieille voiture, tu loues, alors que tu es vieux, hein, tu loues là où tu travailles, tu loues là où tu dors, tu vis à peine de quelques francs seulement pour manger parce que le peu que tu as, tu dois partager avec les autres. Mais un jour, ça sera récompensé. Peut-être, pas sur toi directement, peut-être pas directement sur tes enfants, mais peut-être un de tes petits-enfants. Voilà. La richesse spirituelle, vous allez dire. C'est une richesse spirituelle. C'est pourquoi je dis que l'émission aussi n'est pas une émission on ne s'exhibe pas intellectuellement, on ne s'exhibe pas non plus spirituellement. On essaie d'échanger avec les téléspectateurs ou les youtubeurs, tous ceux qui nous suivent. C'est dans le but de reconstruire les esprits, de reconstruire un monde. Parce que ça commence par une personne. Ne cherchez pas l'unité nationale, cherchez d'abord l'unité avec vous-même. Hein, et chacun cherchant l'unité avec soi, c'est tout le monde qui sera uni. Et l'unicité va atteindre donc toute la nation. Voilà, la nation terrestre. Voilà. Okay. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran sur SOS Téléspectateurs. Professeur Herman Yaglipote, je m'appelle Chris Lobet, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Comment faire? Alors vous allez appeler en antenne à ce numéro, on va voir comment faire. Là où je suis là, mais on ne sait pas comment faire. Je sais que si quelqu'un veut voir quelqu'un qui est voyable, comme on peut le voir, il pourra le voir. Il n'y a pas de problème à ça. Il y a Alexandra également qui voudrait savoir à quand la prochaine séance d'éveil spirituel. La séance d'éveil spirituel de ce mois sera le 26, donc vendredi prochain. Bon, ceux qui veulent assister à cette séance, qui se conforment à ce qui sera indiqué, à travers ce numéro, on peut s'inscrire. Voilà, le numéro qui sert de SMS à présent, on peut s'inscrire. Parce qu'il faudra s'inscrire, ce n'est pas une histoire qu'on va seulement dire qu'il y a séance alors qu'on n'a pas été inscrit. Voilà. Patriarche, quelles sont les valeurs de la société traditionnelle africaine? Alors, si on peut parler de la société traditionnelle africaine, si celle-là n'est pas inféodée par les diplômés, des hybrides, des assimilés, des néocolons, des valeurs, j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient spirituelles. Parce que on ne déplace pas les bords, on ne cherche pas la femme d'autrui, on ne tape pas sur le chien d'autrui, on ne dérange pas le chat d'autrui. À quelle faute raison l'enfant d'autrui? Alors ça fait des valeurs doublement morales. Bon, alors que dans la société non traditionnelle, moi je ne peux pas appeler ça moderne, c'est un abus de langage parce qu'on devait moderniser, on devait se moderniser par la culture du moral, hein, de la pureté et tout. On ne devrait pas devenir des obscurantistes ou bien des gens de Moyen-Âge où il y avait des guerres, il y avait ceci, cela. Bon. Donc moi je pense donc que il y a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique. Voilà. Malheureusement, les Africains eux-mêmes ne veulent pas se donner de la valeur. Okay. Voilà. Et ceux qui sont capables d'apporter quelque chose pour l'Afrique et pour le monde sont marginalisés par une catégorie de personnes néocolons. Parce que c'est eux qui remplacent les Blancs.
Si vous parlez mais de la médecine, d'ailleurs de la santé, pas même de la médecine, parce que la médecine, c'est une chasse réservée pour les universitaires, puisqu'ils font dans la symptomatologie, ils ne font pas dans la santé. Bon, mais si tu parlais de la santé, ils viennent encore là, ils s'installent. Comme s'ils savaient définir, savaient même qu'est-ce que c'est que la santé, parce que la définition de la santé et la définition de la médecine, c'est deux définitions différentes. Vous ne pouvez pas être dans la médecine et se prévaloir comme étant docteur en santé. Non, tu es docteur en médecine, c'est tout. Okay. Autre réaction, pourquoi quand je rencontre des hommes de pouvoir et influents, ces derniers cherchent toujours à m'initier dans les cercles exotériques, francs-maçons, etc. Quand je décèle cela, ces derniers me haïssent. Oui, mais parce qu'il faut faire partie du groupe. Vous ne pouvez pas être dans un milieu des témoins de Jéhovah et que vous voulez postuler et que tu ne sois pas témoin. Moi, à une époque, quand je commandais les livres, il y avait à la poste, pardon, il y avait un responsable à la poste qui était du témoin de Jéhovah et bénéficiait d'une loi française de 1958 qui interdisait de commander des livres basés sur la parapsychologie. Alors, il confisquait mes livres. Parce que témoin de Jéhovah de son état, hein, mais sauf que quand j'étais devenu témoin de Jéhovah, bon, il ne confisquait pas mes livres, pardon, il ne me donnait pas mes livres, mais on pouvait quand même se rencontrer, en discuter. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de secte, c'est une histoire de camaraderie, de collègues. Parce que si vous faites partie de la Rose-Croix et que le président de la République est de la Rose-Croix, tu peux facilement devenir préfet ou sous-préfet. Simplement parce que ton adhésion à la Rose-Croix est semblable comme si vous faites dans la même obédience, donc vous avez peut-être la même crainte de Dieu ou la même, je ne sais pas quoi, parce qu'il ne faut pas toujours voir le diable dans les choses des gens alors que tu n'y connais rien. C'est comme si tu lisais une lettre sous enveloppe. Voilà. Nous avons ce message de Clésis. Si nous sommes tous des pions pour accomplir la volonté de Dieu, l'enfer existe-t-il réellement? Alors, nous ne sommes pas des pions pour accomplir la volonté de Dieu déjà. Nous sommes des dieux. Bon, disons les fils du Très-Haut. Oui. Alors, donc, l'enfer ne nous concernait pas. Ça concerne des gens qui se sont affiliés dans les associations de paradis et d'enfer. Parce que, qu'est-ce que c'est que les mouvements religieux? Les mouvements religieux sont des associations qui, au départ, quel que soit le pays, ont bénéficié de l'autorisation de l'État pour qu'il n'y ait pas de bicéphalisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un problème de pouvoir supérieur au pouvoir de l'État détenu par un groupe de gens. Donc, au Cameroun, toutes les associations religieuses sont reconnues par l'État. Si elles ne sont pas reconnues par l'État, elles ne fonctionnent pas. Bon. Donc, il est hors de question que tu adhères à une association que tu n'as jamais lu les statuts ni le règlement antérieur. Sauf les chrétiens et les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est des associations qui sont venues s'imposer ici et qui nous ont amené Dieu, le Dieu du paradis et le Dieu de l'enfer. D'un côté, Dieu lui-même, en toute pureté sur son trône, t'attendant au paradis si tu te conformes à lui, si tu crois en lui, pas te conformer même à ses règles. Mais il faut croire, c'est pas croire, qu'est-ce qu'on met dedans, je le répète. Ou alors, si tu te mets en antipode, c'est-à-dire à l'opposé de ce que c'est le diable maintenant qui t'a récupéré, comme dans le cas de Job dans la Bible, où Dieu se disputait de Job,
Dieu disant que Job est son serviteur, le diable disant que, bon, écoute, Dieu se discutait du diable sur Job. Bon, alors tout cela, c'est des choses de l'Église, c'est des choses d'une association. Si tu es membre de cette association, si tu peux parler de Dieu, là tu blasphèmes. Mais si tu n'es pas membre de cette association, tu ne sais pas. Tu ne peux pas subir les lois du Gabon alors que tu es au Cameroun, ou les lois de la France alors que tu es en Angleterre. Oui. Voilà. Juste rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Nous avons ce message d'Achille Goethe. Patriarche sur toutes les dimensions, est-ce que si la vie meurt, la mort vivra-t-elle? La vie ne meurt pas. Donc la mort n'existe que sur... c'est un problème de vibration. C'est-à-dire, lorsque on retourne poussière, cette poussière-là a une vie. Parce que la terre donne la vie aux rochers, donne la vie aux plantes et donne la vie aux humains. Donc la vie existe même dans la terre. Donc même les morts du genre qu'on a enseveli quelqu'un et qu'on n'a pas trop compliqué son cercueil, qu'on l'ait déposé à même le sol, hein, cette personne réintègre rapidement la terre et recommence une vie du plan physique, du plan, corps physique. Son corps physique s'auto-régénère avec le sol, avec la terre. Et comme la terre a une vie, c'est pas quelque chose d'innet. Parce que si la terre n'avait pas de vie, rien ne pousserait de la terre. Il n'y aurait pas de produits vivriers qui nous alimentent. Hein. Bon, donc la terre a une vie, la terre produit de la vie. Hormis même le royaume de la mer, la terre dont on parlait lors des éditions passées, la terre a une vie, ça s'éprouve. Voilà. Est-ce que l'école tue le génie de l'enfant? Justement, c'est même ça, c'est-à-dire le côté dangereux de l'école. Parce qu'il y a des enfants, si on arrivait à le canaliser sur ce qu'il aime faire dès 10 ans, à partir de son bas âge, comme ça se passe en Asie, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'école asiatique est différente de l'école occidentale. Alors, tu vas trouver un enfant qui joue au piano à 5 ans. Oui. Il joue au piano de manière très, très élégante, très, très professionnelle. Il lit les partitions. Lors des émissions qu'on faisait lorsque Sud FM était encore Radio Vision, on avait un enfant que, dans la réflexion, qu'on avait montré ses talents en matière de l'utilisation de la batterie dans un orchestre de plus de 150 personnes. Il jouait à la batterie, il n'avait pas 5 ans. Alors, il y a en Asie des groupes d'enfants, en moins de 15 ans, peuvent produire en un trimestre 500 millions de francs dans les concerts. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour avoir tous les diplômes et être asservis avec des salaires catéchistes. Bon, ou quelqu'un a un doctorat, il n'arrive pas à avoir 400 000 francs de salaire, il n'a même pas 200 000 francs de salaire. Et tu trouves des enfants qui ont dans les 100 millions de francs en un trimestre ou en un mois, je ne sais pas quoi. En se partageant de ça, ils payent les gens qui étaient à l'école dans une certaine mesure. Bon, donc, pour l'école, moi je dis, il y a un problème. Ça freine le génie. Bon, mais on dit que quelqu'un est un génie lorsqu'il a le bac à 11 ans. Comme si un réciteur de cours est un génie, il est un magnétophone. Et il faut être noir pour pouvoir se contenter des choses du genre, à vouloir prouver que le génie est passé par là parce que c'est un réciteur de cours. Hein? Voilà. Merci à vous, patriarche. C'est la première fois que je suis cette émission. Vraiment, merci. J'aimerais savoir comment faire pour vous suivre habituellement. C'est Linda qui nous envoie ces messages. Tous les mardis, tous les mardis, on peut nous suivre tous les mardis dès 23h
Voilà. Et sur le canal 2. Ils peuvent aussi suivre la même émission sur YouTube. Sur YouTube. Là, au lendemain de l'émission, ou 24 heures après, tout dépend. Voilà. Merci mon père pour toute cette vérité à l'état brut et pur. Ah bon, merci aussi. Est-ce que l'école a besoin de la spiritualité? Non, l'école n'a rien à voir avec la spiritualité. Hein. C'est comme l'église n'a rien à voir avec la spiritualité. Bon, si l'église n'a rien à voir avec la spiritualité, ce n'est pas l'école qui aura quelque chose à voir avec la spiritualité. Sauf si je me trompe de mots. Parce que je suis en train de parler spiritualité. Oui. Et ceci peut ressembler un peu à ce que on dit souvent, je suis en traitement spirituel. Parce que la personne refuse de dire qu'il est chez des praticiens ou chez les guérisseurs. Voilà, il dit, je suis en traitement spirituel. Bon, là c'est autre chose. Bon. Donc, si c'est comme ça qu'il faut expliquer le mot, d'accord. C'est que la spiritualité existe dans les milieux religieux. Mais s'il faut aller dans le sens du fait que la spiritualité, c'est un chemin qui permet à l'homme de trouver une dimension allant dans le sens de son élévation spirituelle, de son élévation d'âme, c'est-à-dire allant dans le sens de son éveil, c'est-à-dire allant dans le sens à l'amener à pouvoir donner chance à l'être intérieur qui somnole ou qui est au pouvoir, à l'état latent en lui. Alors là, la spiritualité, c'est le chemin qui permet donc d'y arriver. La spiritualité n'est pas prendre la Bible, porter un habit blanc et aller tourner et s'asseoir quelque part, on finit. Tu es dans un bar à côté ou bien dans une vente à porter ou un tournée d'eau et on commence à discuter. Tu mets d'abord ta Bible à côté, ta bière est là et tu dis je suis un homme spirituel. C'est pas ça la spiritualité. Patriarche, merci pour la page pratique. Est-ce que cette fille peut demander pardon à son père décédé? Elle a pleuré. C'est une preuve. Un. De deux, elle a continué à vivre comme son père vivait. Et ça lui a valu une récompense. Voilà. Donc elle n'a pas besoin d'aller forcément à la tombe de son père pour pouvoir demander pardon. Okay. Ça. Nous avons ce message de M. Junior Maillet qui voudrait savoir si la spiritualité peut nous aider à augmenter nos capacités intellectuelles. Bien sûr. Les capacités intellectuelles doivent être accompagnées des capacités de la personne intérieure, bon, qui siège au niveau de son cœur, pour faire un lien entre le cœur, entre le cœur et le cerveau, afin que ça puisse faire prévaloir par essence le vécu de l'âme même dans soi. Voilà. Okay. Professeur, pour prier notre Mère la Terre, y a-t-il les recommandations à observer avant la prière? Il y a toujours des recommandations pas à observer avant la prière ou après la prière. La recommandation, c'est de ne pas manger n'importe quoi ou n'importe comment. Que ce soit le Père Céleste ou la Mère la Terre. Ce n'est pas un problème de bénir le repas. C'est un problème du comportement par rapport à soi et face à tout repas. Ce comportement te permet de faire le bon choix de ce qu'on doit manger, de savoir mastiquer et de tenir compte de la façon dont on digère et d'être à même de se détourner de certains aliments qui ne digèrent pas. Voilà.
Professeur Herman Yaglipot, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir si vous êtes Bombok. Non. Je n'ai pas besoin des titres. J'ai besoin d'être utile. Voilà. Même le mot professeur, je l'utilise parce que je suppose que je donne quand même un enseignement, en quelque sorte. Et que, en bon français, quand on enseigne, c'est qu'on est quand même professeur. Professeur Herman Yaglipot, après, au quartier, on va me dire, mais pourquoi professeur ne parle pas? Il est tout le temps en train de cacher. Pourquoi il ne nous dit pas Je viens pas, exactement? Je ne viens pas pour faire une certaine forme de mélogamie, ou comment on appelle ça. Il y a un mot là, c'est-à-dire tu es aux médias, et tu te vends. Je ne viens pas me vendre aux médias. Parce que je suis préoccupé, parce que je suis révolté par rapport à la situation que je vis, parce que des fois on dit vous, à votre époque. Oui. Bon, moi à mon époque, j'ai vu comment les gens devenaient chrétiens. Et à cette époque aujourd'hui, qui est toujours mon époque, puisque je suis toujours là, je vois qu'est-ce que le christianisme a apporté finalement à ces gens qui ont préparé les gens, parce qu'il y avait les missionnaires qui ont préparé le terrain. Et il y avait à leur centre, la mention était écrite mission de ceci ou mission de cela. Après que la mission soit accomplie, c'est maintenant les églises de ceci ou de cela. Alors quand on voit la marche de ces choses, et on ne voit pas la société se spiritualiser, on voit plutôt qu'on s'enfonce, on va de mal en pire, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'approche avec les voisins, que ce soit dans les lieux de service, la traitise, le commérage, la compétition et tout. Bon, on se pose la question, on nous a amenés ou on nous a embarqués où? Parce que de ma génération alors, jusqu'aujourd'hui, mais on est embarqué dans un tréfonds, dans l'abîme. Alors, comment je dois être content? Venir ici faire comme si je suis trop content à m'asseoir ici. D'abord, moi, je ne suis pas photogénique, je n'aime pas mon image. Mais je ne parle pas bien français, je ne suis rien du tout. Mais parce que je suis révolté, je dis, mais non, je ne veux pas laisser le vide quand on me donne l'occasion de dire des choses, je dois parler. C'est ça. Parce que sinon, à ma mort, les anges qui vont venir m'accueillir vont dire, mais attends, tu étais faire quoi dans ces milieux-là? Avant que je ne réincarne ailleurs, je serai d'abord puni. Voilà. Grâce réagit en disant merci infiniment Bombok. C'est comme ça que les anciens faisaient. Ils se cachaient. Avant, on n'affichait pas je suis voyant, je suis ceci, je suis cela. Vraiment, merci, merci de vous cacher. Ok, merci. Patriarche, pourquoi l'aura de certaines personnes dérange d'autres? C'est Achille qui nous envoie ce message. Par manque d'affinité d'abord, et d'autre part, il y a des gens qui ont une aura négative. Bon, ils sont expulsifs, c'est-à-dire dans n'importe quel milieu ils sont, leur présence gêne. Voilà. Nous avons ce message de Lionel, Patriarche, comment je peux faire pour que ma vie s'illumine dans les bonnes conditions et sans contrainte? Alors, je ne sais pas, il faudra bien que peut-être vous vous initiez. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas dire quelque chose d'autre. Il faudra que vous cherchiez les voies initiatiques. Hein? Si ça passe par, ça peut se passer par son environnement traditionnel, parce que l'initiation n'est pas quelque part où on doit toujours aller chercher ça, à cet endroit-là. C'est partout. L'initiation, c'est voir le mouvement des vagues de la mer, les marées. L'initiation, c'est voir le crépitement, je ne sais pas moi, des arbres, hein,
les chants des oiseaux. L'initiation, c'est d'observer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et de vouloir comprendre comment ces choses-là se passent comme ça. Hein? L'initiation, c'est aussi d'observer les choses qu'on croit connaître. Mais qu'en les observant à fond, on constate qu'on ne les connaissait pas. L'initiation, c'est de regarder à un point du mur de sa maison et constater qu'il y a un dessin là qu'on n'avait jamais pu réaliser sa présence. L'initiation, c'est tout ce qu'on découvre en soi et hors de soi. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours qu'on s'inscrit dans la logique de s'inscrire à une école. Encore qu'il faut s'inscrire à une école où le guide pourra bien être soit physique, soit métaphysique. Voilà. Comment devons-nous expulser notre niveau de vibration pour que la lumière rayonne dans tout l'univers? C'est Achille toujours qui nous envoie ce message. En utilisant son cœur, beaucoup plus qu'en utilisant sa tête. Okay. On peut atteindre un niveau trop élevé de vibration. Parce que quand on utilise sa tête, on pense à ce qu'on a dit à l'école, ce que maman te disait, ce que le quartier dit, les fake news et tout. Et puis, il faut éviter beaucoup plus encore les lectures qui ne vous servent à rien. Hein? Voilà. Ou bien des débats, je ne sais pas, sans sens, qui sont parfois les débats de la haine. Hein? Le plus souvent, les débats politiques. S'il faut circonscrire ces débats, bon, ça ne veut pas dire qu'on doit fuir la politique, non. La politique, c'est une intempérie. Que tu fasses quoi, la pluie va tomber sur toi. Si ça ne tombe pas sur toi, tu vas piétiner la boue. Si toi-même tu ne piétines pas la boue, ta voiture va piétiner la boue. Donc, en quelque sorte, il y a question que n'est pas question de fuir sa nature, ou la nature en général, mais de savoir l'utiliser et savoir s'utiliser par rapport à la nature. D'accord. Voilà. Comment faire pour... Veuillez éviter, s'il vous plaît, d'appeler à ce numéro. Envoyez juste les messages. Les appels se font hors antenne. Merci. Patriarche, comment être plus concentré à l'école? C'est Franck qui nous envoie ces messages. Alors, quand on est né pour l'école, on n'est pas concentré. Hein? Quand on est concentré, ça veut dire que ça n'entre pas en force. Et c'est comme ça. Et quand on forçait, on cherchait les diplômes. Donc c'est comme si ce n'est pas ton milieu là-bas. Cela ne veut pas dire que la persévérance n'existe pas ou le travail n'existe pas lorsqu'on est né pour quelque chose. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je vais dire qu'il faut tout faire pour que l'école ne soit pas quelque chose qui est tombé dans, comme si sans l'école on ne serait rien. Donc on fait parce qu'on veut devenir quelqu'un. Non. L'école doit être quelque chose qu'on fait en disant je suis quelqu'un déjà. Et je vais à l'école pour voir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Et après, je verrai comment utiliser ça pour ajouter quelque chose en moi. C'est comme ça que font les Asiatiques. C'est pourquoi l'école occidentale ne les a pas absorbés. Par contre, le noir, lui, ne sait rien. Grâce à l'école, il devient quelqu'un. Et cette école qui le rend quelqu'un, c'est plus le papier qu'il a. Parce que il est prouvé aujourd'hui que avec la consommation de certains liqueurs et de certains produits usinés, de manière psychiatrique, le déficit en intelligence ou en rendement scolaire baisse. Et même en sociabilité baisse. Voilà. On va se quitter sur ce message. Comment faire face aux ondes négatives et aux mauvais sorts? On ne peut pas faire face aux ondes négatives et aux mauvais sorts par le biais d'une recette. Non. Donc je pense que la personne attend la recette.
Parce que je disais tout à l'heure que si le degré de sociabilité est baissé à cause de la consommation des colorants et tout, même les mauvais sorts, on ouvrait la porte aux mauvais sorts parce que votre intégrité métaphysique n'est plus possible. D'accord. Pendant le comportement de l'homme va dans le sens tel qu'on ne peut pas que vivre des recettes. On doit vivre de la manière de changer sa vie, d'adopter un mode de vie spirituel ou alors qui tend à se spiritualiser si on veut bien. Voilà. Professeur Hermaniel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Ce que je viens de dire là est très important. On peut adopter ça comme mot de fin. D'accord. Merci beaucoup, professeur Hermaniel Lipote. Merci à l'équipe technique, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Demain, nous rendez-vous mardi prochain dès 23 h. D'ici là, portez-vous bien.